Salut à tous les gars, aujourd'hui j'accueille encore une fois Victor et Guillaume, ça va les gars? Vous êtes Bah, prêts? toujours pas, j'éternue avant chaque vidéo du journal du Real, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es allergique? Toujours dans le même état. T'es allergique au Moi, ça journal du va. Real? Exactement, exactement. J'espère que nos chers auditeurs et nos chers spectateurs même ne le sont pas, parce que sinon ça va être compliqué, quoi. Et toi Victor, ça va? Écoute, ça va. On a mis un peu de temps avant de trouver l'endroit idéal pour tourner la vidéo. Vous avez une magnifique cuisine à ma gauche en fonction de comment Pablo va réaliser aussi le cadrage. On verra s'il sera à mon avantage ou non. Mais oui, oui, ça va. C'est pas, Très belle journée. c'est pas moi qui fais le montage, hein, les gars. Ah, Les il montages, faudra en fait, je vous préciser explique, alors. je suis tellement nul en montage que les montages à 3 cams, c'est pas moi. Parce que faut prendre un vrai logiciel de montage. Parce que normalement, moi, je fais tout sur iMovie, tu vois. Mais quand c'est juste une cam, donc c'est facile. Quand c'est moi qui Hmm. parle devant mon portable, c'est facile à monter. Je le fais en 2-2, tac, tac. Mais sinon, c'est Yassir. Bon, les gars, donc, on commence la vidéo aujourd'hui. On a décidé de faire donc en plusieurs chapitres le bilan de cette saison 2021-2022. Et on commence avec les tops et flops en Liga. Premier chapitre. Top et flop en Liga. Alors, je tiens à dire que dans nos tops, je veux qu'on choisisse un top et un flop seulement, pas plus. Ok, donc chacun un top, chacun un flop. Ça en fera 3 en tout. Forcément, il ne faut pas que ce soit les mêmes. Donc j'ai pas fait ma liste. Hein. Moi, ça va être du tac au tac. Je vais vous laisser dire et moi, en fonction de ce que vous dites, je choisirai direct sur le coup. Donc top et flop en Liga. Ok. Donc je vous laisse la parole en premier. Je veux pas que dans cette liste apparaisse Karim Benzema, Vinicius Junior, Thibaut Courtois et Luka Modric parce que c'est trop facile. D'accord. Donc ces quatre-là, on les oublie parce qu'ils sont forcément dans les tops. Et dans les flops, je ne veux pas Jovic, je ne veux pas Mariano, et je crois que c'est tout. On a le droit de citer le Belge ou Et c'est trop je ne facile veux pas aussi? Eden Hazard, non, c'est trop dur. Et ni Gareth Bale. Et Ah, ni Gareth Bale, merci. pas de Carrément, en fait, Belge. Euh, en fait, ils sont tellement plus là pour moi que je les oublie carrément dans la. Non, désolé, j'ai rien dit. Bon, désolé. Si Hazard, si tu regardes cette vidéo, Gareth Bale, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé. Mais ouais, pas de Eden Hazard, pas de Gareth Bale, pas de Mariano et pas de Luka Jovic, ok. Parce que voilà, les circonstances, machin, ça serait trop facile aussi de les mettre dans les flops. Donc voilà, vous avez ma liste des 4 et des 4 qu'on enlève de chaque liste. Donc c'est parti, Guillaume, tu as la parole. J'ai la parole sur mon top, du coup, pour commencer, c'est Ouais, on ça? commence par les. Ouais, vas-y, on commence par les. Non, par les flops. Par les flops. Par les flops? Bah écoute, je vais commencer par Marco Asensio, je pense. Ça, il me l'a Je piqué. pense qu'il. Ah, il me l'a piqué. Aïe, aïe, Oui, aïe, bah aïe, écoute, aïe. sans doute, c'est parce que c'est sans doute le plus logique parmi ceux que Pablo nous laisse, les rares flops que Pablo nous laisse, comme les rares tops aussi d'ailleurs. Mais je pense que je commence par lui parce que malgré des statistiques qui sont honorables, on va dire, cette saison avec 10 buts, je crois, en 30 matchs. Je sais pas si ça compte que la Liga ou si ça compte toutes les compétitions confondues, ce que j'ai sous les yeux. 10 Mais buts dans en les deux Liga. cas, ça reste des stats honorables, ouais. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que en Liga, notamment en Liga face à des oppositions plus faibles, on pouvait s'attendre à qu'il aide à trouver la solution ou quoi. Et tout ce qu'il a fait, c'est juste crochet intérieur et frappe. C'est tout ce qu'il a produit cette saison. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il a absolument jamais participé au jeu, jamais participé à la construction de quoi que ce soit quasiment. Et du coup, bah, on est passé d'un joueur qui était extrêmement prometteur, extrêmement bon avant ses blessures, à un joueur qui marche et qui ne joue que quand il a la balle, qui fixe quand il a la balle, qui n'est pas si mauvais que ça avec le ballon, mais que dès qu'il n'a pas la balle, on a l'impression d'attaquer ou de défendre à 10. Et on a vu quand même par moment son pendant Rodrigo ne pas être performant non plus et du coup le Real délaissait complètement le côté droit. Mais là dernièrement on voit le niveau de Rodrigo et l'implication de Rodrigo qui est quand même différente et à un autre niveau et c'est pour ça qu'Asensio est relégué sur le banc sur cette fin de saison. Et ça explique et ça résume à peu près sa saison. Finalement il a fait une saison qui est vraiment été là par défaut finalement Asensio à ce poste-là cette saison. Et on s'est rendu compte que même par défaut, bah, en fait c'est mieux d'avoir soit Valverde qui revient au milieu, soit d'avoir tout simplement Rodrigo. Donc il est passé troisième dans la rotation à ce poste-là et c'est mérité parce qu'il a raté sa saison en Liga contre des positions plus faibles où il aurait vraiment pu en profiter, je pense. Très bon flop, je suis d'accord avec toi. À toi, Victor. Alors, moi, je vais me permettre de faire une petite entorse aux règles de Pablo. Je vais compléter un peu ce qu'a dit Guillaume parce que moi, c'était aussi mon premier choix sur Marco Asensio. Alors, on n'est pas là non plus pour totalement condamner ce joueur qui est quand même un soldat du Real depuis de nombreuses années, mais ça devait être lui
qui devait, entre guillemets, remplacer Cristiano Ronaldo après le départ. Et cette saison, pour une fois qu'il a une saison où il a été vraiment laissé tranquille par les blessures, il est d'une frustration immense. Il est d'un gâchis incroyable. Alors oui, il marque 10 buts cette saison en Liga. Il marque des buts somptueux, d'ailleurs, de nombreux golazzo. Mais c'est catastrophique parce qu'il prend plus aucun risque. C'est un joueur d'une timidité. En fait, est-ce que vous avez déjà vu Asensio faire des dribbles cette saison? Alors oui, deux, trois roulettes et de belles roulettes. Mais c'est un des pires joueurs au nombre de dribbles réussis cette saison en Liga. Si je me trompe pas, il a 48% des dribbles réussis cette saison. Il est vraiment dans les derniers au niveau de toutes les stats avancées dans ce domaine-là. Et surtout, il est pas bon même défensivement. Alors dans l'attitude, ça s'est amélioré. On l'a vu faire beaucoup d'efforts. Ancelotti l'a très bien coaché. Mais bon, c'était vraiment pas fantastique. Donc, bien sûr que c'est le numéro 1 flop pour moi cette saison, surtout en Liga. Et d'ailleurs, sur cette fin de saison, on s'est aussi rendu compte que quand il sort du banc, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Il apporte pas du tout la même énergie qu'un Rodrigo ou autre. Donc, à voir ce que pourra en tirer le Real au mercato, parce que ça peut être une des pistes, une des ventes éventuelles du Real Madrid. En tout cas, ça serait pas bête. Vu qu'il m'a piqué quasiment tout mon argumentaire, je vais citer en fait deux, trois flops très rapides, mais je ne vais pas du tout m'attarder sur le sujet, à part un seul. En mention honorable, j'ai la gestion d'Antonio Blanco. J'aurais aimé le voir un peu plus jouer, mais Carlo Ancelotti a fait des choix qui se sont avérés payants, donc il n'y a rien à dire, mais peut-être le prêter ou autre. L'attitude, tu as dit de ne pas citer Gareth Bale, je suis d'accord, mais il y a un problème d'attitude quand même plus profond que simplement sur le terrain, contrairement à son pendant. Quand je dis son pendant, c'est Marcelo, qui a eu une attitude irréprochable cette saison, mais ça, on pourra y revenir. Et sinon, mon flop, si je dois me focus rapidement sur quelqu'un, c'est la seconde moitié de saison de Militao. Alors, on fait un débrief global de la Liga. Sur la première partie de saison, c'est un des meilleurs défenseurs au monde, zéro débat. Sur la deuxième partie de saison, moi, j'ai vu un Militao. Franchement, s'il est titulaire à Villarreal, c'est un miracle. Voilà, je suis très très dur parce qu'il m'a fait avoir énormément d'attentes. Il a fait énormément d'erreurs, beaucoup d'inattention. On a vu que dès qu'Alaba était pas là, ça tirait un peu la gueule. J'en attends beaucoup plus de lui la saison prochaine. Il a passé un cap cette saison, c'est clair et net. Maintenant, il est dans la discussion lorsqu'on parle des meilleurs défenseurs centraux au monde. Maintenant, il faut vraiment qu'il s'affirme comme le futur du Real sur les 5-10 prochaines années. Zéro débat, c'est lui l'homme de cette charnière centrale avec David Alaba. J'en attends beaucoup plus. Très, très déçu sur la deuxième partie de saison de Militao, même s'il y a des bonnes choses. Rapidement, ouais, juste sur Militao. vas-y. Il y a quand même pas mal de gens qui ont dit qu'ils ont l'impression qu'il traîne quelque chose depuis le match contre le PSG sur cette fin de saison. Exact. Il traîne un souci physique et j'ai vraiment Exactement. cette impression visuelle là aussi quand je le vois jouer. J'ai l'impression qu'il est un petit peu à 80-90% physiquement et que du coup ça a Même touché moi, sa hein. confiance en fait. Donc Même je suis moi, pas même sûr moi. que je suis pas sûr que ce soit uniquement de sa faute, uniquement un aspect technique mental qui soit juste moins bon cette deuxième moitié de saison. C'est un fait, mais je suis pas sûr que ce soit de son ressort. Pas complètement en tout cas. Je te l'accorde, mais j'attends quand même beaucoup plus focus. Il a trop de moments d'errement encore, c'est plus possible. À ce niveau-là, Ça tu ne peux j'entends plus par te contre. permettre. Et j'en attends beaucoup plus au niveau de ça. Tu as dit la défense de Villarreal, mais ils ont Raúl Albiol et Pau Torres. C'est vrai que c'est quand même une belle défense centrale. C'est pas le meilleur exemple. C'est pas le meilleur exemple. C'est pas le meilleur exemple. Tu m'aurais dit à la rigueur Séville. Et encore, Diego Carlos. Koundé Oui, fort. mais c'est moins bon que l'année dernière, tu vois. Oui, ils sont forts, mais c'est moins bon que ça. Sur la première moitié de saison, ils étaient énormes aussi, un petit peu comme Militao d'ailleurs. Et ils ont bien tombé ensuite. C'est vrai. Et du coup, tu t'es mouché, à part, c'était sympa. Ouais, je fais un effort désormais. Je suis désolé. Moi, j'évite ça à nos chers viewers. Je suis vraiment désolé. Je suis dans un état pitoyable. J'ai le volet qui claque derrière. Mon flop, du coup, dans ce qui reste, parce que du coup, il ne reste pas Asensio ni Militao. Je pourrais dire Carvajal, mais pour les raisons que je t'ai exposées à Manchester, j'ai pas envie de le mettre. Donc les raisons, tout ça, c'est parce qu'on sait que c'est un joueur qui a énormément de blessures et qui, en plus de ça, était papa il n'y a pas très longtemps et que quand t'es papa, bah voilà, t'as ta vie qui change et je pense que ça a énormément joué. Là, le gamin, il commence à grandir et donc ça se ressent d'ailleurs sur le terrain. Il commence à mieux jouer. Il y a de plus là et à moins se blesser. Donc bref, on va pas lui porter la poisse. Donc je vais pas dire Dani Carvajal ni Lucas Vazquez parce que ça serait trop facile. J'ai envie de dire Ferland Mendy. Ça s'entend. Et pourquoi ? Parce que Ferland Mendy, et c'est pas de sa faute. Ferland Mendy, il a eu une grosse blessure la saison passée au tibia.
une inflammation du tibia, ça s'appelle périotite ou périostite. Enfin, j'ai pas périostite, merci. Et apparemment, c'est une blessure très très dure. C'est handicapant. Et pour revenir, c'est très très chaud. Et du coup, il a mis du temps à revenir, déjà premièrement. Et je trouve qu'il est parvenu encore à son meilleur niveau comme il nous a habitués. Et je trouve qu'il a énormément perdu offensivement. Alors défensivement, ça reste un rock. Et encore, le débordement de Fernandinho à Manchester, je l'ai encore en travers de la gorge sur le 3-1. Mais c'est pas de sa faute. On va dire que voilà, le Fernand. Vinicius. De quoi? Vinicius est parvenu aussi pour l'aider sur ça. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que les offensives ne descendent pas constamment. Mais bref, c'est quelque chose que l'année dernière, il aurait défendu sur Fernandinho parfaitement. Tu vois, là, ça se voit que Fernandinho lui met une soupape entre guillemets et le mec, il se fait déborder par un milieu d'un 6. Enfin, c'est chaud. Bref. Et je trouve que offensivement, c'est pas le Ferland Mendy qu'on a connu. Je le trouve très timide. Il a peur dans ses contrôles, il n'est pas juste. Alors qu'avant, il était à l'aise, tu vois, même offensivement. Alors on a toujours dit oui, mais Ferland Mendy, techniquement, c'est pas trop ça, etc. Moi, je trouve que c'était correct. Je me rappelle notamment d'un but contre l'Atalanta en 8e, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans? L'année Covid, c'était l'année dernière. Il rentre sur son pied, enfin, il déborde, il rentre sur son pied droit, il marque. Enfin, tu vois, c'est un très bon latéral gauche. C'est un des meilleurs au monde. Mais là, depuis sa blessure, je trouve que c'est plus le même Ferland Mendy. Voilà. Donc, je suis un peu dur. Ça reste un joueur quand même important parce que je trouve que quand il est là, il y a un équipe défensif. Et on l'a notamment vu dans les premiers mois de saison où, quand Miguel Gutiérrez et Marcelo jouaient, il y avait Nacho. C'était compliqué. Et à partir du moment où il est revenu, là, le Real Madrid a beaucoup mieux défendu. Mais c'est pas le Ferland Mendy qu'on a connu, je trouve. Donc, je pense qu'il lui faut une pré-saison pour revenir au top. Et on espère que il va retrouver le niveau auquel il nous a habitués les 2-3 saisons précédentes, quoi. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, je suis assez d'accord sur Ferland Mendy. C'est en deçà des standards qu'il avait, et je suis dur, placé l'an dernier. Mais c'est pas une mauvaise saison, mais c'est en deçà du niveau qu'il a affiché l'an dernier. Après, je pense qu'avec une préparation et tout, ça ira mieux. C'est ça. Il y a peu de matchs à jouer, il joue que 20 matchs en Liga aussi, donc c'est quand même assez peu également. Voilà, donc j'assume que je suis dur. Maintenant, l'exercice n'est pas facile parce que je veux pas qu'on utilise ni Jovic, ni Mariano, ni ni Isco. Tu vois, Isco, ça sera trop facile aussi. Donc voilà, si dans la liste des 15-16 qui restent, il faut en choisir un, je choisirais Ferland Mendy, malheureusement. Voilà. Et on est en droit, je pense, de pouvoir dire que Ferland Mendy offensivement, mais ça, c'est un peu dans la continuité des dernières saisons. Il a toujours été assez décevant quand on sait que c'est un latéral qui peut utiliser les 2 pieds. Ouais, c'est très rare, ça. Et en fait, offensivement, tu avais Zidane qui avait fait des choses assez intéressantes parce qu'il l'utilisait beaucoup dans l'axe du terrain. Il lui demandait très souvent en fait, de repiquer dans l'axe et de s'ajouter au milieu de terrain lors de phases offensives, ce qui a amené une supériorité et des phases de jeu très, très intéressantes avec Vinicius qui colle la ligne. Là, cette année, Ancelotti fait un peu la même chose, dit à Vinicius de coller la ligne. Sauf que Ferland Mendy, on sent qu'il a un peu moins de gaz. Et on sent qu'il peut un peu moins faire de différence. Et il a été beaucoup moins pertinent cette saison. Et on est en droit de demander à un joueur ambidextre de pouvoir être plus apte techniquement, plus propre dans les sorties de balle. Moi, tu citais que même défensivement, il y avait des moments un peu douteux, mais c'est surtout dans les sorties de balle. À chaque fois que le jeu coulissait vers la gauche, c'était beaucoup plus compliqué pour ressortir la balle proprement, tandis que son pendant à droite, Dani Carvajal, on peut faire plein de critiques, comme tu l'as dit cette saison. Ça n'empêche que lui, lorsqu'il a la balle dans les pieds, il tremble pas. Ferland Mendy, cette saison, un peu plus dangereux. On l'a vu à Manchester, toi et moi, en première mi-temps. Quand il se faisait presser, ça se voit. C'était catastrophique. Toute la défense en général, ça, sauf peut-être Dani Carvajal à la relance, ça allait. Mais les trois autres. Enfin bref. Heureusement qu'on parle en Liga. Hein. Ouais, c'est pas grave, ça. Ça va, je vous vanne. T'as bien raison de me vanner. T'as bien raison avec regarde, une petite serpillère. J'ai su mon écran. Donc, ok, donc pour les flops, voilà. Pour les tops. Je laisse l'honneur à Victor, vu que j'ai commencé tout à l'heure. Ouais, j'ai encore commence Victor, pour les tops. Je vais faire un peu la même chose que tout à l'heure. Je vais faire 1 ou 2 mentions honorables et je m'arrêterai là. Et je pense pas vous spoil, mais moi, il y a le retour de Pintus qui est incroyable cette saison. On l'a vu sur toute la saison de Liga, c'est ce qui a permis au Real d'être physiquement supérieur à de nombreuses équipes, alors que Carlo Ancelotti a fait énormément peu. Alors, c'est énormément peu. A fait très peu
de rotation tout au long de la saison. Puis bien sûr, il y a le management de Carlo Ancelotti qui a été fantastique. Mais ça, je pense qu'on pourra carrément, comme la doublette Vinicius-Benzema, leur dédier une vidéo, tellement le travail cette saison est gigantesque. Moi, mon top, alors c'est vrai que quand tu as dit que c'était seulement Liga, je me suis dit même si c'est seulement Liga, je suis obligé de le citer. Mais Federico Valverde, moi, me semble être un des tops cette saison de par son retour et de par ce qu'il a amené dans le sprint final. Alors, on le sait, il a vécu une année dernière très compliquée avec de nombreuses blessures, alors que 2 ans auparavant, sous Zidane, c'était très, très prometteur ce qu'il nous proposait. Zidane a vraiment mis sur le devant de la scène, pour moi, un joyau. Vraiment, c'est un joyau, Federico Valverde. Et il avait plutôt bien commencé cette saison, titulaire avec Carlo Ancelotti, puis hop, une blessure au genou qui lui a fait manquer de mi-octobre à mi-novembre, à fin novembre, pardon, la compétition. Et ensuite, beaucoup de mal à revenir dans la rotation. Carlo Ancelotti a fait passer Camavinga devant, a fait très peu de turnover. Donc Federico Valverde, il a vraiment galéré à revenir vraiment jusqu'à début mars. Et jusqu'à début mars, il a recommencé à avoir des minutes en tant que titulaire. Et puis c'est là où s'est lancé le sprint final en Liga. C'est là où, bien sûr, s'est lancé les doubles confrontations mythiques qu'on a connues avec le Real Madrid ces derniers temps. Mais c'est là où il a apporté en fait toute cette plus-value qui manquait, ce second souffle au Real pour pouvoir atteindre le sommet, en fait, pour pouvoir les aider à atteindre le sommet. Alors, je vais faire très bref, mais les points forts cette saison de Valverde, donc c'est son aspect mental, son retour. Ça fait toujours du bien à un groupe quand on voit un mec qui souffre tout au long de la saison et qui, au final, réussit à de nouveau s'imposer, même à ceux à qui il prend la place. Il prend la place parce qu'il le mérite. Et donc, les mecs qui voient ça, ils se disent « Ok, à mon tour d'en faire autant ». Donc, pour l'état d'esprit, c'est fantastique. On l'a vu avec un volume de jeu incroyable lors des dernières rencontres, que ce soit Ligue des Champions ou Liga. C'est le seul joueur à bien savoir presser dans cet effectif. Il a des stats pour un milieu de terrain ou pour un ailier, parce qu'il a été beaucoup utilisé comme ailier, tout simplement fantastique. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde défensivement au niveau des stats avancées lorsqu'il s'agit de pressing, d'interception et de bons placements. Et surtout, il est très sous-estimé dans les 30 derniers mètres. Il fait énormément de bonnes passes, des passes clés en fait. Il est très propre. Et pour un peu contrebalancer, parce que c'est bien de faire plein de compliments, mais il faut aussi à un moment être nuancé, il a quand même 2 gros axes de progression. Ça va être déjà statistiquement. Si je vous demande combien a mis de buts Valverde cette saison, vous me dites 0. Il en a mis 0 en Liga. 0 en Ligue des Champions et 1 but en Supercoupe d'Espagne. Et il a fait combien de passes décisives? Il doit faire 3. Bah, si je ne me trompe pas, parce que j'ai perdu la stat, mais si je ne me trompe pas, il en fait qu'une cette saison également. Hop, passe décisive, une seule, et c'est une en Liga. Et donc, après il est impactant dans d'autres domaines, tu vois. Genre. Tout à fait, mais pour qu'il prenne une toute autre dimension, il faut que désormais, statistiquement, aussi, il se montre décisif. Pas que dans les stats avancées, mais dans les stats brutes. Et aussi, plus de sérénité dans la relance. J'ai dit que son point fort était dans les 30 derniers mètres, et il est sous-estimé, mais il est aussi derrière. On voit qu'à la construction, c'est pas Kroos, c'est pas Modric. Sous pression, il a aussi un peu de difficulté, et il a vraiment une grosse marge de progression, je dirais, dans ce domaine-là. Mais il a un futur radieux au Real. Et je vois beaucoup de gens dire que Camavinga par-ci, Camavinga par-là, oui. Camavinga est fou, c'est un joyau aussi. Mais ne sous-estimez surtout pas Federico Valverde. Et je pense, moi, contrairement à beaucoup de spécialistes, que ça deviendra un des meilleurs joueurs au monde à son poste, au Real, pas au Real. Ça, mais j'espère que ça sera avec le club de la capitale espagnole. Au Real. C'est sûr au Real. Guillaume, ton top de la saison, c'est parti. Tu as 3 minutes de moins que Victor. Très bien. Déjà, je commence par dire que je suis extrêmement surpris que Victor Brochet, président du fan club en France de Toni Kroos, ne l'a pas mentionné dans ses tops de la saison, notamment sa première moitié de saison. Extrêmement surpris de ça. Je pensais qu'il allait se mettre à parler de Kroos et que j'allais pouvoir me mettre à parler de Valverde, mais du coup c'est pas grave, j'ai parlé d'autres choses. J'ai parlé des entrées en jeu du combo Camavinga-Rodrigo. Alors on en a vu du bien en Ligue des Champions, et je vais pas exclure nécessairement la Ligue des Champions comme vous l'avez fait tout à l'heure complètement. Je te coupe. Tu sais quoi? C'est un top flop, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, tout, parce que il reste 3 matchs de championnat, une finale de Ligue des Champions, et même si le Real Madrid perd la finale de la Ligue des Champions, ça ne changera rien aux performances des joueurs. Donc c'est parti, c'est un top et flop de tout. Allez, let's go. Du coup, on recommence la vidéo. On commence aucune vidéo. Du coup, ça m'arrange parce que leurs entrées en jeu ont aussi été déterminantes en Ligue des Champions, donc ça appuie, on va dire, mon propos. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est des 2 joueurs qui, quand ils ont débuté des matchs cette saison,
ils ont eu du mal à se placer, à être performants, à faire la différence, à apporter quelque chose en plus. Je l'ai vu notamment au stade avec Kamavinga, que j'ai vu commencer 2 fois les matchs. Et finalement, c'est des joueurs qui ont besoin de quelque chose, d'une raison un petit peu pour lancer leur match cette saison, d'un événement, soit d'un grand match, soit d'une raison pour lancer le match. Kamavinga l'a fait contre la Sociedad en marquant un but, par exemple. Mais sinon, c'est des joueurs qui ont été bien sûr plus décisifs en entrant en jeu, que ce soit dans l'impact physique, dans le changement d'identité de l'équipe au moment de leur rentrée en jeu, ou même tout simplement dans le côté décisif. On a vu Kamavinga décisif 2 fois d'affilée en tout début de saison face à l'Inter en Ligue des Champions, et ensuite en Liga, je me rappelle plus du club où il avait fait une passe décisive également. On l'a vu décisif aussi il n'y a pas longtemps, même s'il ne l'avait pas été, je crois, dans les chiffres, il l'a été évidemment dans son entrée en jeu face à Manchester City. On a vu Rodrigo être décisif aussi sur de nombreuses entrées en jeu, même si on l'a vu en cette fin de saison enchaîner carrément en tant que titulaire, ou enchaîner sur 45 minutes. On l'a vu, je l'ai vu sous mes yeux à Séville, aider à changer le visage de l'équipe dans un match où Kamavinga, lui, avait démarré et lui avait été absolument désastreux ce jour-là en étant avec aucune rigueur tactique. Comme je l'ai dit, c'est 2 joueurs qui ont assez peu de rigueur tactique, assez peu de qualité, on va dire, positionnel sur un terrain, même si Rodrigo c'est quand même déjà bien. Kamavinga a son principal défaut cette saison, c'est un peu de rigueur positionnelle, j'appellerais ça comme ça. Il sait pas exactement où se placer sur le terrain, Il est exactement foufou. où il doit être, et il est foufou. Ce qui est magnifique sur des entrées en jeu parce qu'il met le feu au milieu de terrain et la qualité technique pour réussir ça. Et on voit que quand il est en confiance ou quand il rentre en jeu, il met absolument le feu sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'en début de match, contre un coach qui est relativement intelligent comme un Lopetegui, comme j'avais peur face à Guardiola, c'est que c'est des entraîneurs qui sont capables d'exploiter justement ce manque de rigueur côté Kamavinga. Et on l'a vu quand Kamavinga est titulaire, l'équipe adverse réussit à exploiter son manque de rigueur, son manque de qualité. C'est la chose sur laquelle il doit travailler principalement. Mais par contre, donc, lors de ses entrées en jeu en fin de match où les dispositifs et la tactique est toujours Les important, mais positions à sont moins revues. d'importance qu'à l'entame. Les positions sont un petit peu moins figées, on va dire. C'est moins du jeu de position et plus du jeu de transition, même les fins de rencontre, même en Liga où il y a moins de rythme qu'en Première Ligue, par exemple. Bah là, il brille. Et c'est un petit peu le même constat que j'ai pour Rodrigo. Rodrigo qui est aussi assez mauvais au pressing, comme l'a dit Victor, comme ils en ont fait un article. Et avoir un joueur qui est mauvais au pressing pendant 90 minutes du même côté, bah, ça fait que ça facilite de ouf ça facilite énormément. Cette fois-ci, il est bien placé énormément la relance adverse sur ce côté-là, sur ce secteur-là. Et donc, pour moi, leurs entrées en jeu ont été décisives, sont un top de cette saison et permettent quasiment au Real Madrid de réaliser enfin aide en tout cas à contribuer au Real Madrid à réaliser cette saison magnifique, notamment l'épopée en Ligue des Champions, et aussi de prendre certains points en Liga. Et pour moi, du coup, l'axe de progression, c'est que ces joueurs soient capables d'être titulaires l'an prochain, 90 minutes dès qu'il y a besoin, sans qu'il y ait de soucis au fait qu'ils soient titulaires et sans que ce soit leur qualité physique et technique qui les fasse briller en entrant en jeu, et que cette qualité-là, ils puissent réussir à les utiliser pour briller dès le début d'une rencontre. Je suis d'accord de ouf avec toi. Donc, mon top à moi, juste pour Kamavinga, il est fou parce qu'il y a son âge aussi. Oui, bien sûr, mais même Rodrigo sont des joueurs très jeunes, ça viendra, hein. Je ne suis pas en train de les descendre, je suis Mais juste en Rodrigo, train de il est parler mort un peu des foufou. axes que je Ouais. vois Bah, de d'amélioration, progression, axe de progression, bien de sûr. progression. C'est sûr que le placement et l'anticipation, Kamavinga, faut qu'il apprenne. Mais ça, c'est l'âge qui fait ça. C'est pas, tu vois, parce qu'il a 19 piges et à 19 piges, t'es foufou sur un terrain. Quand on a 30, tu joues beaucoup plus calme. Pas que sur un terrain. Oui, pas que sur un terrain. Donc, mon flop, mon top, pardon. David Alaba. Parce que vous m'avez pris tous mes tops. Il te restait qu'un joueur dans l'effectif, dans tous les cas, qui n'a pas été éliminé Ouais, ou déjà mentionné. Donc. ouais, ou ouais. Casemiro. Non, parce que Casemiro, malheureusement, en fait, moi, c'est un joueur que j'adore, Casemiro. Mais Non, mais Casemiro, on le n'est pas problème, c'est que. d'accord. Non, non, écoute, non, non. C'est que je trouve que. Bon, là, par contre, contre Manchester City, il a été crucial au retour. Heureusement qu'il était revenu. Ah bon? Mais je trouve que il enchaîne trop les matchs et qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Enfin, sur cette saison, il n'est pas à son meilleur niveau. Parce que justement, il est Oui, fatigué. Et parce qu'il y a c'est trop de vrai. matchs, en fait. Il y a trop de matchs. Le mec, il joue la Copa. Après, il revient, il a une semaine et demie de vacances, 2 semaines, il revient, il joue avec le Real. Après, vas-y, la Liga, ça commence le 15 août. Après, vas-y, que je pars au Brésil en septembre, en octobre, en novembre, en mars. Il s'arrête quand, le mec? Mm. Il joue sur les rotules depuis un an. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, Casemiro, je l'adore. C'est un de mes joueurs préférés en termes de 6. Le seul défaut que je trouve qu'il a, c'est sa sortie de balle. Voilà. Mais en termes de 6, pour moi, c'est le meilleur du monde avec Kanté.
Voilà, mais cette saison, je peux pas le mettre dans mon top. Il reste 10 minutes. Je peux pas le mettre dans mon top parce que voilà, à cause de ce que je viens de dire. Donc moi je dis que c'est David Alaba. Pourquoi? Parce que il avait la tâche compliquée de reprendre le flambeau de Sergio Ramos et il l'a fait comme ça en une saison. Le mec il a pris le numéro 4, il a dit c'est moi le patron. Et de toute façon, quand il joue, ça se ressent, et quand il joue pas, ça se ressent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a un leadership monstre, et ça je l'ai vu sur le terrain quand j'étais les voir en vrai. Que ce soit il parle à sa défense, il est toujours là en train de gueuler, de dire vas-y replace-toi, ceci, cela. Et ça se ressent, ça se voit qu'il a cette expérience, qu'il vient du Bayern, que voilà, c'est un patron. Il a ce truc patron, tu vois, ce skills patron qu'on a sur Football Manager. Tu sais, sur Football Manager, les joueurs, ils ont des Ouais, le leader d'équipe. Lui, il est Le leadership, il est leader d'équipe, tu vois, leadership. Mais vraiment, ça se voit, ça se ressent. Et alors, oui, il a des défauts. Peut-être qu'il est petit, que les ballons en l'air, ceci, cela, ok. Mais c'est un très bon défenseur central. Il a marqué des buts importants, je pense, au Camp Nou. Et moi, quand je le vois jouer, je suis serein, en fait. Il prend le ballon. Bon, à part le match contre Manchester, mais pour le défendre, moi, le club m'avait dit la veille, il est à 60%. Donc, il a joué, pareil, sur les rotules ce match-là. Donc, c'est normal qu'il soit sorti à la mi-temps d'ailleurs. Maintenant, je pense qu'un Alaba à 100%, c'est un des meilleurs défenseurs centrales du monde à l'heure actuelle. Voilà, sans trop forcer. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Ruben Dias. Ouais, dis-moi. Ruben Dias, c'est peut-être pas le meilleur nom à nommer tout de suite d'ailleurs, au passage, vu son match retour contre le Real. Mais rapidement sur Alaba, c'est qu'il a assumé aussi, il est arrivé, il a signé le contrat en mettant une clause dans le contrat, je jouerai défenseur central. Et il l'a fait et il l'a assumé. Et ça, fallait le faire aussi parce que moi, j'étais un peu inquiet quand j'ai vu l'information comme quoi il serait pur défenseur central à 100% au Real Madrid. Je me suis dit, ça aurait été bien qu'il puisse faire les deux, qu'il puisse dépanner à gauche, qu'il puisse même potentiellement dépanner, je sais pas, au milieu. Je sais qu'il avait fait à l'époque au Bayern. Voilà. Et finalement, il a dit, je veux être défenseur central. Et il l'a assumé de A à Z. Et c'est magnifique de sa part. Il a pris le numéro 4. Il a assumé. À la relance, il est propre. Défensivement, il anticipe bien, je trouve. Il est assez rapide parce que à l'origine, c'est un latéral. Moi, je trouve que pour ce poste, il est parfait. Voilà. Et il se complète parfaitement bien avec Militao. On l'a vu les premiers 6 mois de compétition. Et contre le PSG, il a été sursolide à l'aller et au retour. Son meilleur match. Contre Chelsea, à l'aller, pareil. Sursolide. Et il y a juste Manchester City où voilà. Et en Liga, c'est un patron. En Liga, ça a été un patron, le mec. Ça a été un patron sur le terrain. Donc, il a fait énormément de bien. Donc, c'est mon top de la saison. Et les gars, je vous dis merci parce qu'on n'a plus que 7 minutes pour enregistrer cette vidéo. Donc, on coupe court. Merci d'avoir accepté l'invitation. Offrez un Zoom Premium à Pablo. Bientôt, t'inquiète. Bientôt. Mais on fait une vidéo très vite pour continuer sur les bilans de la saison. Là, c'était bilan top flop. On va réfléchir au deuxième type de contenu pour le bilan. Je pense qu'on va avoir plus l'aspect tactique. Et parler des duos ou des joueurs dont on n'a pas parlé aujourd'hui d'ailleurs, hein, de Courtois, du duo Benzema, Vinicius, de ce genre de choses. Et de rentrer plus en détail sur les gars qui ont vraiment marqué la différence cette saison, notamment Benzema, Vinicius, etc. Je pense qu'on peut même carrément faire une vidéo pour chaque joueur. Hein. Il y a tellement de choses à analyser. Mais voilà, en tout cas, merci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du Real Madrid. Ciao.